Hi, everybody. Welcome or welcoming you to this Lunch and Learn session from St. Mary's Research Center. So today we are very happy to welcome Dr. Abdou Simon Senghor. He's going to give a talk in French, but we'll welcome questions in French or English at the end. So his talk is about les enjeux éthiques liés à l'usage de la télémédecine. So Dr. Senghor obtained his PhD in sociology in France, in Toulouse. He also has completed a postdoctoral internship at the University of Sherbrooke at the Center for Action in Work Disability Prevention and Rehabilitation, and is currently a postdoctoral researcher at Unité de recherche en éthique pragmatique de la santé à l'Institut de recherche clinique de Montréal. So he's working currently on methodological and conceptual development projects on the basis of pragmatic ethics. So he's developing a framework in his project, and he uses sociological approaches such as ethnomethodology and narrative methods, such as autoethnography. And he aims to propose a theoretical and conceptual framework to solve ethical problems experienced by individuals. His research interests include health decision-making, autoethnography, social inequalities in health, trust, interprofessional collaboration, and aging. So we're very proud and happy to welcome Dr. Senghor. And we're gonna now switch to French, but please, you can ask any question in English at the end. And also, Dr. Senghor, we're chatting at the beginning, and this is some sort of work in progress. He's currently developing a new framework, a new methods. So we'll have plenty of time for questions at the end, and it'd be really welcoming to get any questions and suggestions from all of our crowd to help him continue developing his framework. The floor is to you, Abdou. Thank you. Okay, thank you. Bonjour à tout le monde. Hi, everyone. First of all, I would like to apologize to those who do not understand French. And the problem is that I am new here in Quebec, and I think Adelaide will help to overcome this situation. Alors, je m'appelle Abdou Simon Senghor, je suis sociologue de la santé et actuellement, je suis chercheur postdoctoral à l'unité de recherche en éthique pragmatique de la santé, basée à l'Institut de recherche clinique de Montréal, sous la direction du professeur Éric Racine. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Adélaïde, je travaille sur le développement de théories et de concepts pour enrichir l'éthique pragmatique. Donc, j'utilise des concepts, des notions et des approches sociologiques pour essayer d'enrichir l'éthique pragmatique, des approches telles que l'ethnométhodologie et des méthodes narratives. Donc, c'est la raison pour laquelle un des aspects de mon programme de recherche porte sur le développement d'une socio-éthique relative aux technologies de la santé, parce que moi, je m'intéresse également à ces technologies-là, étant donné que je fais partie du comité de rédaction du CHUM, qui travaille sur l'intelligence artificielle et également sur la télémédecine. Et pourquoi je m'intéresse à ces technologies? Parce qu'aujourd'hui, on voit que ces technologies sont perçues comme des dispositifs qui améliorent les soins qui sont octroyés aux patients, la qualité de soins aux patients. Mais il y a un problème qui se pose parce qu'il y a une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces technologies permettent toujours aux patients de s'épanouir et d'avoir un bien-être? Donc, c'est cette question-là, en fait, que je me pose qui fait que moi, je me suis intéressé aux considérations éthiques de l'usage des technologies de santé. Alors, ça fait sens parce que c'est cela, en fait, qui m'a mené un peu à vouloir interroger, à vouloir observer les enjeux éthiques ou à vouloir m'intéresser aux enjeux éthiques qui sont liés à l'usage de la télémédecine. Et donc, à proposer un modèle de délibération. Donc, je vais en parler tout à l'heure. Mais ce que j'aimerais quand même faire aujourd'hui, c'est que ce soit une discussion parce que
je suis à l'état, ce modèle-là que je suis en train de développer sur la délibération éthique, c'est à l'état de projet, donc c'est vraiment à l'état embryonnaire et j'aimerais en fait que des cliniciens, que des chercheurs puissent apporter leur feedback, leur point de vue, leurs commentaires, étant donné que je pense qu'il y a des experts et il y a des experts ici en fait qui pourraient nous permettre d'affiner cette problématique-là et ce modèle-là. Donc, moi, ce que j'aimerais aussi proposer, c'est un peu de savoir le background et les expériences des cliniciens qui sont là, qui sont présents et des chercheurs qui sont présents aujourd'hui dans le cadre de cette présentation. Donc, ça m'aiderait beaucoup, en fait, de savoir un peu plus sur vos expériences. Peut-être qu'on va en reparler tout à l'heure. Alors, sans plus tarder, je vais aborder ce sujet des enjeux éthiques liés à la télémédecine, mais on sait tous qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation, et cette situation, c'est la COVID-19. Et cette situation, elle a bouleversé la pratique des soins parce que, à cause des mesures qui sont prises par des acteurs institutionnels et à cause aussi des professionnels de santé qui sont parfois un peu dans des situations qui sont euh, des situations qui ne leur permettent pas tout à fait de prendre en charge ces patients. Et il y a des questions qui se posent quand on parle de l'usage de la télémédecine et de ses enjeux éthiques en contexte de COVID-19. On pourrait peut-être essayer de voir, est-ce que c'est en contexte de COVID, est-ce que tous les patients ont une possibilité d'accéder aux soins? Par exemple, il y a les patients des personnes vulnérables. Est-ce qu'un patient qui a un problème de cancer à, comment dirais-je, en phase terminale peut être suivi en télémédecine, grâce à la télémédecine? Et il y a autant de questions, en fait, qui nous interpellent et qui font il est très intéressant pour nous, en fait, de pouvoir interroger, de pouvoir débattre sur ces enjeux éthiques qui sont liés à l'usage de la télémédecine. Donc, le plan de présentation va se dérouler comme suit. Donc, je vais présenter quelques éléments contextuels. Ensuite, je vais présenter les enjeux éthiques. Puis, je vais un peu présenter la délibération, ce que j'appelle la délibération transactionnelle intersectorielle, qui est inspirée de l'éthique pragmatique. Et enfin, on va conclure et également débattre sur ce que j'aurai présenté. Donc, en ce qui concerne ce contexte, ces éléments contextuels, la première chose, on a parlé tout à l'heure de la situation de la COVID-19, mais on a aujourd'hui le problème auquel est confronté le système de santé québécois, qui fait face à de nombreux défis, donc qui sont liés au vieillissement de la population. Et subséquemment à ce vieillissement, on voit l'augmentation des maladies chroniques. On assiste également au développement des incapacités et également aux inégalités de santé. Un autre aspect, c'est la disponibilité des ressources humaines en santé. Est-ce que les ressources humaines en santé sont présentes, sont disponibles partout au Québec? Est-ce que dans toutes les zones, dans toutes les localités, il y a cette présence des ressources humaines en santé? Un autre aspect qu'on pourrait également mettre dans le listing de ces défis, c'est l'accessibilité à la télésanté et à l'échange d'informations de santé entre les professionnels. Les professionnels de santé, comment ils font pour se partager les informations dans un contexte où on parle de protection et de confidentialité des données. À cela s'ajoute un autre aspect, c'est le problème de l'éloignement. Donc, l'impact de l'éloignement sur la santé des Canadiens. On voit que les personnes qui vivent dans des zones très éloignées sont plus susceptibles, en fait, d'avoir des blessures et donc d'avoir des problèmes de santé et qu'il y a une cause de décès qui est plus susceptible de se dérouler chez ces personnes-là. Un autre problème, c'est le décès par suicide. Donc, on voit que l'éloignement a un impact négatif sur la santé des populations et que cela, en fait que
le problème de l'éloignement est un problème crucial du fait que certains professionnels ne sont pas disponibles. Et les raisons pour lesquelles ces professionnels ne sont pas disponibles, c'est l'attrait de la région. Est-ce qu'il y a des programmes qui sont disponibles pour rendre attrayant une région ou la région et permettre aux professionnels de santé d'aller vers ces régions, d'aller officier dans ces régions-là et de mener leur activité professionnelle dans ces localités. Et un autre problème, c'est la distance géographique et l'isolement. Les patients qui vivent dans ces zones-là, par exemple en situation dans le contexte divers, ils ont des difficultés pour se déplacer d'un lieu à un autre à cause de ces problèmes qui sont dus au climat. Donc l'hiver qui fait que parfois certains patients ne peuvent pas se déplacer dans certaines structures de santé. Alors, avant d'aborder les éléments contextuels en ce qui concerne la télémédecine, je voudrais en fait apporter des éclaircissements sur la distinction entre télémédecine et la télésanté, parce que nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la télémédecine. Donc, la télésanté, c'est une notion, c'est une pratique qui recouvre la télémédecine et d'autres types de télésoins comme le télénursing, la télépharmacie, la téléréadaptation, la télépsychiatrie. Donc ici, la télémédecine fait partie intégrante de la télésanté. Certains auteurs, en fait, sont parvenus un peu à faire cette différence en proposant des définitions, étant donné en disant par exemple que la télémédecine, c'est une relation plus réduite, c'est à un niveau micro-relationnel où il y a une relation juste entre des professionnels de santé et des patients, mais c'est vraiment un niveau plutôt localisé, alors que la télésanté, c'est un cadre plus large intégrant l'ensemble des services de santé et sociosanitaires conduits par l'utilisation des moyens de télécommunication. Donc, à cela également s'ajoute le fait que la télésanté ou les télésoins, c'est une pratique qui est actuellement répandue et qui est demandée. Et ça va en augmentant si l'on se fie aux sources du ministère de la Santé et des services sociaux qui ont fait une projection dans un plan stratégique 2019-2023 et 2022-2023. 2022-2023, il y aura 800 000 de plages offertes qui seront comblées. Donc, en même temps, le ministère de la Santé et des Services sociaux avait déjà, dans le rapport annuel, mis que ce qui est marqué ou fait allusion à cette augmentation en proposant une projection en 2020 qui faisait qu'il y avait une augmentation de 40% par rapport aux résultats de 2018-2019. Donc, la pratique de la télésanté, que ce soit au niveau des professionnels de santé ou des patients, il y a entre l'offre et la demande quelque chose qui est vraiment, qui va en augmentant. Et donc, la demande, c'est quelque chose, une demande qui augmente. Et ça veut dire également que la télésanté, et donc, si on parle de la télémédecine, c'est quelque chose qui intéresse les populations québécoises. Donc, cela peut être expliqué par ces avantages, les avantages qu'a la télémédecine pour ces patients-là ou pour ces populations-là, étant donné que ces avantages sont le fait de favoriser l'accès aux soins, donc résoudre le problème de la pénurie. Si on prend par exemple le problème de l'équité, certaines zones qui n'ont pas certaines zones où on n'a pas accès à certains services de santé, la télémédecine permet un peu d'atteindre cette équité-là, de favoriser l'équité dans l'accès des soins de santé. Donc, cette télémédecine permet également de penser le soin autrement. Donc, c'est un dispositif de santé et quand c'est intégré dans la relation de soins entre le médecin et le patient, certainement, ça apporte un bouleversement dans cette relation-là. Alors, ce bouleversement-là, est-ce que c'est un bouleversement positif? Je pense que on peut le dire, c'est quelque chose en fait qui permet
un peu aux patients et aux médecins de pouvoir communiquer et de pouvoir parler, décider ensemble d'une autre façon. Donc, on a également un accès plus rapide à l'information médicale avec la télémédecine. À cela s'ajoute la promotion des soins à domicile. Donc, ici, on peut peut-être parler des soins à domicile qui sont permis pour certains types de patients, par exemple, les personnes âgées qui ont une perte d'autonomie. Là, la télémédecine, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est important pour ces types de patients et qui sont affectés au niveau de leur incapacité, qui n'ont plus la possibilité de se déplacer, de faire de longs déplacements. Donc, j'ai dit tout à l'heure, il y a un accès aux soins à distance pour les patients vivant dans des zones rurales ou mal desservies. Donc, aujourd'hui, on parle de confinement de la COVID-19 et on voit bien que les personnes qui sont en situation de confinement bénéficient de la télémédecine et ça, c'est un élément important à prendre en considération et à souligner. Il y a aussi la contribution à la résolution des problèmes éthiques dans les soins de santé. J'ai parlé tout à l'heure de l'équité. L'équité, l'accès aux soins de santé, et cela est important. Alors, si on parle de la télémédecine comme ayant des avantages et des bénéfices, ça, c'est quelque chose de réel et c'est quelque chose qui est pas seulement perçu, mais qui est vécu ou qui est documenté. Mais en même temps que cette télémédecine a des avantages, il y a aussi qu'il y a des enjeux éthiques qui entourent la pratique et l'usage de la télémédecine. Le premier élément auquel nous faisons allusion ici, c'est la protection et la confidentialité des données. Donc, comment tu vas? Pardon, Monsieur Lavoie, est-ce que vous pouvez vous mettre sur mute? C'est quoi le type? Alors, les patients se soucient parfois de la protection et de la confidentialité des données qu'ils soumettent ou qu'ils proposent, qu'ils transmettent aux professionnels de santé. Et parfois, si cette protection-là n'est pas assurée ou s'ils ne sont pas convaincus, ça peut faire que certains patients ne vont pas aller vers cette télémédecine-là, vers l'utilisation de la télémédecine. Un autre aspect, un autre élément qu'il faut souligner ici, c'est le risque pour le médecin d'enfreindre certains devoirs déontologiques. Est-ce que le secret professionnel est bien gardé quand on pratique la télémédecine? Est-ce qu'on n'est pas tenté de transmettre certaines données à d'autres collègues? Est-ce que ça, c'est inscrit dans la loi? Il y a autant d'éléments qu'il faut prendre en considération et qui nécessitent une réflexion approfondie. Il y a également l'enjeu de la responsabilité professionnelle. Est-ce que le professionnel qui se trouve à Québec peut pratiquer de la télémédecine ou est-ce qu'il peut parler en vidéo ou consulter, faire une téléconsultation à un patient qui se trouve en Ontario? Ça aussi, ce sont des éléments, des interrogations qu'il faut se poser. Ce qu'en dit la loi, qu'est-ce qu'en dit la loi? Est-ce que cela est permis? Est-ce que cela est possible? Donc, d'une province à une autre, quelles sont les dispositions juridiques qui sont mises en place? Est-ce que cela est rendu possible ou est-ce qu'il y a quelque part un vide? Également, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on consulte les patients qui résident dans d'autres provinces, le problème de la responsabilité. Est-ce que pour le médecin qui se trouve par exemple au Québec, qui fait de la téléconsultation, est-ce qu'il a le primat sur le soin du patient? Est-ce que le patient ne fait pas également référence à d'autres médecins qui se trouvent en Ontario? Donc, il y a ce problème de responsabilité-là. S'il arrive un problème au patient, comment on va le résoudre? Est-ce que c'est le médecin avec qui il a discuté en téléconsultation ou est-ce que c'est le médecin consultant qui se trouve en Ontario qui va être responsable
du patient ou du litige qui va se produire. Donc, on a dit, le patient qui est suivi par plusieurs médecins au Québec, le médecin, est-ce qu'il y a le médecin référent, est-ce que c'est le médecin consultant, est-ce que c'est le médecin spécialiste? Qui a cette responsabilité-là en cas de litige? Donc, un autre aspect ici, c'est la responsabilité des tiers technologiques. Alors, ça, c'est dans le document, l'article d'Alami et Marie-Pierre Gagnon et de leurs collaborateurs. Ça, c'est un aspect important dans la télémédecine, c'est la responsabilité des tiers technologiques. En cas de préjudice, par exemple, en ce qui concerne la protection des données et la confidentialité des données, quel est le rôle, par exemple, de l'informaticien? Quand il s'agit, par exemple, de mettre en place une application mobile de télémédecine, est-ce que la responsabilité de la protection des données et la confidentialité des données, ça va juste se limiter à une relation diadique entre le professionnel de santé et le patient, ou est-ce qu'on va intégrer l'informaticien dans la prise en charge ou dans le règlement du litige? Le problème du consentement se pose également. Alors, à cause de la distance, vous avez un patient qui se trouve, par exemple, dans une région éloignée, une localité éloignée, par exemple, en contexte de COVID, on dit que le risque, pour éviter le risque d'infection, il ne faut pas que le patient se déplace, donc une consultation à distance. Maintenant, comment va se faire le consentement? Donc, il y a des auteurs, des chercheurs qui ont proposé un consentement verbal. Mais encore une fois, si ce sont des auteurs qui en font des recommandations, qu'est-ce qu'en dit la loi? Et ça aussi, il faudrait qu'on essaie de voir à ce niveau-là. Vraiment, est-ce qu'il y a quelque part un vide, quelque chose qui n'a pas été légalisé, qui permette aux professionnels de santé, aux patients ou à d'autres acteurs d'être à l'aise dans ces genres de situations? L'absence d'équité, donc l'impossibilité pour certains, ça aussi c'est un élément important, pour certains patients de bénéficier de soins faute d'accès. Est-ce que tous les patients ont la possibilité de bénéficier de certains soins? Est-ce que ces patients-là maîtrisent ces dispositifs technologiques-là? Et est-ce que la télémédecine est appropriée pour tous les types de maladies? Un patient qui est atteint de cancer en contexte de COVID, qui est vraiment vers la phase terminale, est-ce que à ce patient-là, on va lui dire non, on va te faire une téléconsultation parce que tu risques d'avoir une infection? Et ça, c'est un problème parce qu'il faut qu'il ait un suivi régulier à cause du risque élevé qu'il a, ce patient-là. Est-ce que la COVID-19 va faire qu'on va tous orienter ces patients-là vers une prise en charge en téléconsultation? Je ne pense pas. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à avoir. Donc, pour certains types de maladies, la télémédecine n'est pas adaptée. Pour d'autres, il y a des patients qui peuvent et qui maîtrisent ces dispositifs technologiques. Il y a des patients qui n'ont presque pas de problème. Ils ont des problèmes mineurs, mais s'ils ont des affections, sont atteints d'affections chroniques. Mais ces patients-là, en fait, n'ont pas besoin de se déplacer. Donc, il y a aussi cet élément à souligner. Les personnes vivant dans les zones rurales qui peuvent être également confrontées à un manque de connectivité. Alors ici, à large bande et à l'Internet? Alors, j'aimerais un peu que cette question, c'est qui est responsable du manque de la connectivité à large bande et à l'Internet? Est-ce que dans ce cas-ci, on devrait dire aux professionnels de santé, oui, le patient n'a pas tout le temps accès à Internet, qu'est-ce que vous devriez faire pour permettre aux patients d'accéder à Internet? Je ne pense pas, parce qu'il y a un acteur ici implicite qui est peut-être mentionné, savoir qu'il y a des services publics qui se chargent de ce problème-là. Donc, c'est important, en fait, d'intégrer ces acteurs-là dans la pratique de la télémédecine pour éviter qu'il y ait certains problèmes éthiques. Donc, mis à part ces enjeux, comme je l'ai dit tantôt, il y a un vide juridique dans la pratique de la télémédecine. Et ça, c'est un problème. Pas de disposition juridique claire sur la manière dont certains professionnels
de santé doivent pratiquer la télémédecine, la responsabilité des acteurs, qui est responsable, ça aussi, qu'est-ce qu'on dit la loi, avec le patient, avec qui le patient doit-il consentir, sachant que même s'il est inscrit dans la loi, que le consentement doit se faire avec le médecin, les techniciens également ont un rôle dans la gestion des données. Ça aussi, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, finalement, il y a quelque chose, la pratique de la télémédecine et son usage, en fait, c'est quelque chose de complexe, c'est une activité complexe. On ne peut pas juste dire que oui, c'est une relation entre des professionnels de santé et des patients dans ce contexte de téléconsultation. Il y a derrière des acteurs qu'il faut prendre en considération. Alors, avant de passer à l'étape suivante, moi, ce que j'aimerais, comment dirais-je, voilà, la question que j'aimerais poser aux personnes qui suivent, qui assistent, c'est est-ce qu'il y a d'autres enjeux que vous pouvez ajouter à cela ou est-ce qu'il y a que je n'ai pas abordé et qui pourrait être peut-être bénéfique à souligner? Est-ce qu'il y a parmi les participants à la conférence des gens qui voudraient souligner d'autres enjeux éthiques concernant la pratique de la télémédecine, son usage? Je mentionnerais peut-être l'enjeu qui est, je ne sais pas si c'est un enjeu éthique, là, mais qui, en termes de langue, il y a des gens qui doivent être accompagnés d'une personne de leur famille pour être compris. Il y a des gens qui ont plus de misère à s'exprimer. Alors, la télémédecine peut se faire aussi par téléphone. Alors, qui peut être présent au téléphone ou en ligne avec cette personne-là pour l'aider tant dans la compréhension que dans la langue? L'aspect les barrières linguistiques. Est-ce que ici, donc, les proches aidants ou des traducteurs qui pourraient peut-être permettre ou favoriser un plus grand accès des patients à la télémédecine? Oui, tout à fait. Et ce que ça amène évidemment un enjeu d'équité par rapport aux gens qui ont accès ou non à la télémédecine. C'est beaucoup plus facile d'amener un proche ou un traducteur quand on va en personne. D'accord. OK. Merci beaucoup. Peut-être que j'ajouterais aussi, juste dans le contexte de médecine première ligne, que les gens arrivent, à peu près 50% des gens arrivent avec un problème qui n'est pas complètement défini, diagnostiqué encore. Et on sait aussi qu'à peu près la moitié des patients arrivent avec plusieurs problèmes. Et donc, c'est quelque chose qui est géré beaucoup par les professionnels, mais ce que dans une recherche que nous, on fait auprès des patients pour la télémédecine, une chose qui c'est très frustrant pour eux, c'est en télémédecine, en général, on traite un problème à la fois. Il y a très peu de capacité de traiter des choses plus subtiles. Donc, par exemple, les gens vont arriver pour présenter un problème physique, mais en fait, ils ont l'intention de parler de ce qui est derrière ça, qui est plutôt un problème de santé mentale. Donc, c'est pas vraiment un contexte dans lequel on peut être subtil, ni du côté de patients, ni du côté de médecins. Donc, ils ont l'impression de perdre beaucoup d'informations dans le non-dit. Donc, il y a un aspect qui est lié aux comorbidités. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, est-ce qu'il y a d'autres avis? Moi, ce à quoi je pensais, c'est aussi lié un peu, comme disait Ginny, à un peu la perte d'information, parce qu'entre une consultation par téléphone où on entend juste la voix et une consultation par vidéo ou une photo où il y a déjà un peu plus d'informations, et une consultation en personne où là, il y a en plus tout le non-verbal, l'attitude de la personne, etc. Pour moi, ça, c'est vraiment un enjeu parce que, je sais pas, j'identifie qu'il y a potentiellement plus pas d'erreur médicale dans le sens où le médecin fait une erreur, mais c'est juste qu'il a moins d'informations. Donc, plus de besoin de réévaluer régulièrement pour réorienter les diagnostics, etc. Et je me demande un peu comment
comment on peut intégrer cet impact-là, d'avoir une information peut-être plus fractionnée ou plus partielle qui nécessite peut-être plus d'interaction et de suivi. Okay. Moi, je me demande aussi au niveau de la sécurité des applications. Ah. Des applications de mobile, OK. Ouais. Moi, je dirais au point de vue de la durée de la rencontre téléphonique. Donc, je trouve moi-même, ayant participé à de la télémédecine de cette façon-là, tu sais, quand tu as un rendez-vous face à face, on sait d'habitude que ça dure 20 minutes, 30 minutes. On a une idée là, de la durée de notre rendez-vous. Donc, quand on est en train de parler, on est capable de modérer ou coordonner un petit peu les différentes choses sur lesquelles on veut toucher. Quand c'est au téléphone, on peut avoir l'impression que la durée de notre rendez-vous est courte. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça doit être fait comme dans 10 minutes. Et donc, plutôt que de se sentir à l'aise et d'être capable de réellement, moment par moment, discuter ensemble, c'est l'inconnu de la durée du rendez-vous. Et ça, j'ai eu des patients qui m'ont mentionné la même chose récemment, qu'ils ont l'impression d'être pressés, ne sachant pas, est-ce que je prends trop de son temps? Et je pense que c'est l'aspect par téléphone à cause de ça. OK. C'est intéressant, ça c'est intéressant quand on aborde cette question. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose, oui? Il y a deux commentaires sur le chat. Le premier, c'est « Je crois que vous avez bien cerné les enjeux ». Et le deuxième, c'est en anglais, c'est « At home, it may be difficult for patients to have privacy, to discuss health issues with a medical professional compared to being in a clinic ». Bon, c'est Eric, super survol jusqu'à maintenant. Et juste pour renchérir sur le dernier commentaire, tu sais, j'ai 3 adolescentes à la maison. Et justement, on a eu l'expérience que, par exemple, les rendez-vous de médecine de famille en ce moment, dans le contexte de COVID, sont beaucoup donnés pendant le jour. Et on présume un petit peu que les adolescents peuvent parler de problèmes de santé n'importe quand un peu. Ça, c'est peut-être plus adapté pour les adultes. Mais j'ai trouvé que ces expériences-là qu'on a vécues comme famille montraient qu'au niveau de l'empowerment des adolescents, de leur participation à la médecine, c'était un peu différent. Je trouvais que c'était un enjeu qui, en tout cas, le dernier commentaire m'a fait beaucoup penser à des situations qu'on a vécues chez nous. D'accord. Merci beaucoup. Je peux poursuivre. Je vais poursuivre. Merci beaucoup pour vos commentaires. C'est très intéressant et ça me donne des idées pour la suite. Et également pour le sujet que je vais à présent aborder. Donc, voilà, d'après ce que je viens d'aborder, ce que je viens de dire, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a une diversité d'acteurs qui interviennent dans le processus. Donc, ce n'est pas seulement entre le professionnel de soins et entre le patient. Pour moi, c'est une activité complexe et si on le prend tel quel, il faudrait en fait intégrer ces acteurs-là qui pourraient être bénéfiques dans la résolution ou la compréhension de ces enjeux éthiques. Donc, mis à part cela, il y a également le fait qu'il existe des guides d'exercice de la télémédecine, donc des recommandations pour pratiquer la télémédecine et pour résoudre ou pour éviter certains problèmes éthiques. Mais à partir du moment où tout cela existe, ça, c'est quelque chose de bien qui peut aider le patient et le professionnel à avancer et également à résoudre certains problèmes éthiques. Même pour moi, en fait, il faudrait peut-être avoir un autre avis ou trouver un modèle qui puisse prendre en considération cette activité complexe-là et intégrer les autres acteurs qui gravitent autour de la pratique et de l'usage de la télémédecine, même s'ils ne sont pas explicitement cités ou explicitement visibles dans cette relation qui paraît souvent dyadique. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je propose l'approche de l'éthique pragmatique.
pour apporter une contribution complémentaire à ces cadres de référence. Donc, il y a des codes, il y a des recommandations, mais pour moi, on peut peut-être aller beaucoup plus loin et proposer quelque chose de complémentaire pour parfaire ou perfectionner la pratique de la télémédecine en considération de ces enjeux éthiques. Donc, d'abord, je propose de faire un éclairage conceptuel parce que je ne sais pas si tout le monde voilà, comprend ces notions-là. Donc, moi, l'éthique pragmatique, qu'est-ce que j'entends par éthique pragmatique? C'est une approche qui favorise une résolution des problèmes éthiques à travers une action transformative basée sur la conduite d'études empiriques. Donc, ici, on ne se base pas sur des références normatives. Donc, on part de l'idée que ce sont les expériences des gens, des individus, qui vont nous aider à asseoir des approches interventionnelles ou à résoudre des approches interventionnelles en éthique qui permettent de résoudre certains problèmes qui sont associés. Donc, c'est vraiment le caractère empirique de l'éthique pragmatique ici, en fait, qui est mis en avant et qui se différencie des autres approches ou des recommandations qui ont peut-être un aspect beaucoup plus normatif et beaucoup plus, voilà, qui apparaissent comme des guides pour permettre aux professionnels de santé et aux patients de mieux élaborer leurs relations. Alors, ça, c'est l'éthique pragmatique. Maintenant, le problème éthique, c'est quoi? Quand on a un problème éthique, par exemple, est-ce que dans la situation de la COVID-19, est-ce que je dois consulter le patient qui a le cancer par télémédecine qui est à un niveau 4 ou je dois en fait le recevoir en face à face en sachant qu'il risque de contracter la COVID-19 et que c'est une personne vulnérable et que, et que le fait qu'il côtoie le virus peut avoir une conséquence grave pour ce patient-là. Donc, il y a des enjeux, des problèmes qui sont visibles et donc auxquels les professionnels de santé sont confrontés. Donc, ça nécessitait un éclairage. Il y a également la délibération éthique. Donc, l'idée de cette proposition, pour moi, se base sur cette délibération éthique. La délibération, on se base sur les expériences des acteurs. L'acteur, le professionnel de santé, quelle est son expérience, qu'est-ce qu'il va apporter comme expérience et comment cela va aider à résoudre un problème éthique. Le professionnel de santé qui est un collègue d'un médecin qui se trouve en face d'un problème, d'un cas et dont l'expérience va peut-être contribuer à la résolution d'un problème éthique. Donc, ça, c'est important parce que dans la délibération ici, telle que je la conçois, il y a des acteurs, que ce soit le médecin, que ce soit le patient ou sa famille, les patients partenaires, que ce soit les acteurs institutionnels. Chacun de ces acteurs-là a une expérience à partager et ces expériences-là doivent permettre au médecin, la personne qui a un problème éthique, à pouvoir le résoudre. Une autre notion, c'est la notion de transaction. Alors ça aussi, c'est fondamental parce que dans l'interaction entre les acteurs, il y a l'idée d'un apprentissage mutuel. Et c'est ça, en fait, l'intérêt de ce modèle-là que je vais présenter tout à l'heure, c'est la transaction. C'est-à-dire que le médecin va apprendre de l'acteur institutionnel va apprendre du patient à propos par exemple, ce qui concerne ses besoins, ses attentes, ses inquiétudes. Et du fait que chacun va apprendre sur l'autre, va permettre un peu de se partager, d'avoir un partage d'expérience. Et cela aussi va contribuer à une délibération éthique optimale. Alors, une autre notion qui est aussi fondamentale et que je convoque, que je mobilise ici, c'est l'action intersectorielle en santé. Je l'ai dit tout à l'heure, pas seulement une relation dyadique, mais un ensemble d'acteurs. Donc, l'action à différents niveaux, pas seulement en télémédecine, le patient qui est en téléconsultation, mais il y a d'autres acteurs qui se trouvent dans des secteurs différents et qui ont une importance dans cette relation-là qui apparaît comme dyadique. Donc,
L'action intersectorielle ici, ce sont des acteurs de différents secteurs menant une action commune de délibération pour résoudre des problèmes éthiques liés à l'usage de la télémédecine. Alors, après avoir fait un éclairage ou éclairci certains éléments ou donné des définitions en ce qui concerne les éléments sur lesquels moi, je veux m'appuyer pour présenter ce modèle-là et pour développer ce modèle-là. Maintenant, je vais présenter la délibération transactionnelle intersectorielle, ce que j'entends par cette délibération-là. Alors, c'est un modèle quand même, comment dirais-je, c'est une hypothèse parce que je suis en train de le développer, mais l'hypothèse de départ, c'est que dans la relation de soins ou la relation entre le professionnel de santé et le patient, il y a un conflit délibératif ou délibération limitée. Alors, c'est quoi un conflit délibératif? C'est la personne qui présente le problème éthique prend une décision par défaut. Il prend la décision par défaut parce qu'il n'a pas toutes les informations. Il prend une décision par défaut où il émet un jugement éthique parce qu'il y a des acteurs essentiels qui n'ont pas été pris en compte dans la résolution du problème éthique. Donc, vous voyez, c'est un processus. L'absence d'acteurs essentiels veut dire qu'il n'y a pas d'expérience et de valeur enrichie. Si moi, par exemple, je suis professionnel de santé et que le patient me pose des questions sur la confidentialité, sur la protection, comment on intègre ça dans l'ordinateur, le professionnel de santé, est-ce qu'il est capable, il a les compétences pour parler au patient, pour résoudre ce problème-là, quand le patient lui dit « moi, je ne vais pas assister ou bien je ne vais pas utiliser la télémédecine ». Donc, il y a l'absence d'acteurs essentiels fait qu'il n'y a pas d'expérience et il n'y a pas de valeur enrichie. Ce qui fait qu'il y a une rupture de l'apprentissage mutuel. Vous êtes médecin, c'est un patient, vous interagissez, mais quel est l'apprentissage mutuel s'il y a un acteur essentiel qui n'est pas intégré dans cette relation-là ou prise en considération, prise en compte? Donc, il y a parfois une vision unilinéaire de la délibération parce que c'est basé sur des informations et des connaissances sommaires. Et finalement, il y a une délibération par défaut qui fait que, qui est la résultante d'une transactionnalité limitée, illusion de la résolution ou résolution partielle du problème éthique. Voici un exemple, consentir à utiliser la télémédecine. Ici, on peut peut-être prendre comme exemple une application de télémédecine. Et voilà, on a l'accès aux parties prenantes. J'avais dit tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de l'informaticien. L'absence de l'informaticien, méconnaissance des risques liés à l'usage de l'application. Donc ça, c'est un exemple assez simpliste, mais l'idée, c'est de montrer l'importance de l'informaticien et le fait de ne pas l'intégrer dans cette relation-là ou dans la résolution du problème va être vraiment une chose qui va faire que la délibération ne va pas être optimale. Méconnaissance des risques, rupture de l'apprentissage mutuel, référence au médecin qui n'est pas un spécialiste en informatique. Le patient accède juste à des informations sommaires, transactionnalité limitée. Le patient consent par défaut car il manque l'information détenue par l'informaticien. Le patient est juste avec le médecin. Voilà, le médecin a-t-il ces compétences-là pour informer le patient? Ça, c'est en fait ce que j'appelle la transactionnalité limitée. Le patient n'apprend pas grand-chose du médecin parce que le médecin n'a pas les compétences pour l'aider à consentir. Donc, résolution partielle ou illusion de la résolution, car des informations détenues par l'informaticien ne sont pas disponibles. Alors, si donc deux questions suite à cela que je me pose, délibérer en contexte d'utilisation de la télémédecine sur des questions relatives à la confidentialité ou la protection des données, peut-il juste se limiter à un dialogue entre professionnels de santé et patients alors que des informaticiens ont effectué un travail d'intégration des données?
Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est si les valeurs et les expériences de l'informaticien ne sont pas prises en compte, comment la personne qui expose le problème éthique pourra-t-elle délibérer juste avec des informations partielles? Donc, voici en fait, et j'aimerais en fait vous poser cette question-là en tant que clinicien et en tant que chercheur. Est-ce que vous avez eu à faire face à ce problème-là de délibération limitée quand vous êtes en face d'un problème éthique, où vous dites que moi, l'information que j'ai, est-ce qu'elle ne suffit pas pour amener le patient à consentir, ou dans des contextes différents? Est-ce qu'il y en a ici des cliniciens ou des chercheurs qui ont eu à faire face à ce problème dans leur recherche? Est-ce que tu peux répéter la question, je pense peut-être pour aussi nos personnes. Oui, je voulais savoir s'il y a des cliniciens ou des chercheurs qui, dans leurs études, ont observé cette situation-là où le professionnel de santé parfois a des problèmes pour résoudre un problème éthique du fait qu'il n'a pas à sa disposition toutes les informations ou n'a pas les compétences sur un domaine sur lequel il est interpellé par le patient. Est-ce qu'il y a ce problème-là? Est-ce qu'il y a cette expérience-là qui est vécue par certains cliniciens ou observée par des chercheurs? Je dirais que peut-être ça n'a pas été expérimenté pour l'instant. Ah, ok, d'accord. Je pourrais peut-être dire quelque chose, mais je vais être franche, en lisant ça, je ne suis pas exactement sûre si je capte les questions en français. Je trouve ça un petit peu complexe, mais il y a juste une chose qui me vient en tête, c'est occasionnellement pour des projets où j'appelle pour compléter un sondage sur une question bien spécifique. Des fois, les patients vont vouloir parler de d'autres enjeux qu'ils ont vécu, par exemple, quand ils étaient hospitalisés ou durant des soins de service qu'ils ont reçus à l'hôpital. Soit que c'est une plainte ou des choses qu'ils ont pensé qui n'étaient pas correctes pour eux, là, réellement, les soins n'étaient pas adéquats pour eux. Et là, des fois, j'ai l'impression, j'appelle en tant qu'assistante de recherche, j'ai un objectif, c'est de compléter un questionnaire, mais là, je reste avec de l'information supplémentaire qui est importante, je pense, et au point de vue d'éthique, je trouve ça toujours un peu stressant, complexe, parce qu'on m'a confié de l'information, mais ce n'est pas dans on va dire, dans les responsabilités et mes tâches actuelles. Donc, d'habitude, je reviens à ma superviseure, au chercheur, je dis que c'est dans ce contexte-là, ça se passe, et on prend des notes, finalement, si on peut dire. On essaye d'aller chercher l'information, we record the information, donc on a capté l'information. Clairement, je leur donne le numéro de plainte, le commissariat aux plaintes, s'ils aimeraient faire une plainte, mais quand même, ça a été partagé avec nous. Donc, je ne sais pas si c'est relatif à ce que vous parlez aujourd'hui, mais c'était la seule expérience que j'ai au point de vue d'éthique et au téléphone et un peu comme ça. D'accord. Ben oui, c'est très intéressant. Oui, vas-y, allez-y. On a aussi une autre personne, Madame Perrault, qui voulait peut-être dire quelque chose. Je voulais juste rappeler qu'on est à peu près à 10 minutes de la fin, si on veut garder le temps pour les questions. Après, je vais continuer. Oui, d'accord, bonjour. Moi, je suis conseillère en éthique au CIS de la Montérégie-Centre et comme éthicienne, considérer les parties prenantes impliquées à la décision éthique ou au dilemme moral, c'est toujours, ça fait toujours partie de l'analyse et effectivement, il y a toujours des points de vue qui sont négligés au moment où le demandeur pose une question en éthique, effectivement. Un bel exemple, dans l'allocation de ressources, souvent, on oublie d'aller chercher la voix de l'usager et on est de ceux qui fait penser de ramener au centre de la réflexion les parties prenantes.
dans l'exemple que vous donnez, je trouve aussi qu'on néglige aussi dans la télésanté l'implication des gestionnaires et l'imputabilité de l'établissement. Ce serait intéressant de comprendre aussi quelles sont les pressions que ces parties-là vivent, quels sont leurs intolérables pour être en mesure de bien comprendre et de bien résoudre le dilemme moral qui se vit là. Merci beaucoup, je vous remercie pour ces commentaires, c'est très intéressant. Parce que ça va aussi m'aider, tout ça. Donc, je vais poursuivre. Donc, voilà, maintenant, je passe vraiment à cette proposition qui est la délibération transactionnelle intersectorielle. Alors, qu'est-ce que j'entends par délibération transactionnelle intersectorielle? C'est un processus consistant à résoudre une situation moralement problématique ou problème éthique lié à l'usage de la télémédecine. Donc, on mobilise des acteurs de différents secteurs, en plus des professionnels de santé, des patients, de leurs proches, des patients partenaires qui acquièrent des connaissances orientant le partage de leurs expériences et de leurs valeurs dans le cadre d'un apprentissage mutuel. Donc, ça, c'est pour moi, c'est le modèle, en fait, et il est là, en fait, c'est vraiment cette prise en compte de ces différents acteurs et chacun selon sa singularité, comment il participe à la résolution des problèmes éthiques. Donc, c'est là la définition que je donne de la délibération transactionnelle intersectorielle. Et voici comment je la présente. Donc, on a des acteurs institutionnels au niveau local, provincial, fédéral, et on a des secteurs, comme le secteur service public, secteur technologie, secteur justice, et sont en relation avec les acteurs directs de la télémédecine, les professionnels de santé, les patients, familles, proches aidants, patients partenaires. Et donc, le fait qu'ils interagissent, ces acteurs ensemble vont interagir, et le fait qu'ils partagent leurs expériences, et qu'à travers ces expériences, ils connaissent mutuellement ce dont a besoin ce dont a besoin un acteur ou l'interlocuteur direct. Ça permet un peu de pouvoir prendre en charge certains problèmes. Par exemple, si on prend l'exemple de la délibération pour favoriser l'équité de l'accès aux soins par la télémédecine, comme je l'ai dit, ça ne peut pas être résolu dans un cadre micro-relationnel. Les institutions au niveau local, provincial, fédéral doivent interagir avec les acteurs engagés. Alors, j'ai parlé tantôt de la connectivité et de l'accès à l'Internet. Si on se tient juste à cette relation médecin-patient, comment on va atteindre l'équité dans l'accès aux soins? Pour moi, c'est impossible. Tant que l'acteur institutionnel n'est pas intégré et tant que les autres secteurs ne sont pas intégrés, que ce soit le secteur technologique, que ce soit le secteur, les services publics, et soit aussi le secteur juridique, c'est-à-dire dans quelles conditions on doit mettre en place tout ceci. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je trouve que cette idée de délibération intersectorielle, c'est ce qui complète, ça peut compléter un peu la manière dont sont résolus les problèmes éthiques et peut-être qui ont été mentionnés dans des guides et dans des lignes directrices. Donc, une fois que les acteurs sont au fait du rôle de leurs interlocuteurs, de leurs besoins et de leurs attentes, une délibération favorisant l'équité dans l'accès aux soins pourra être adoptée. Donc, voici, c'est l'exemple. Mais dans ce contexte du processus de délibération transactionnelle intersectorielle, il y a des niveaux. Il y a une délibération anticipative, il y a une délibération active-réactive, il y a une délibération évaluative, et ça doit avoir une visée transformative en même temps que les acteurs essentiels doivent être pris en compte. Donc, à ces différents niveaux-là. Donc, dans la délibération anticipative, par exemple, il s'agit de prédiction de problèmes éthiques et identification des moyens. Alors, ici, je vais prendre encore l'exemple de la COVID-19.
je le disais tantôt au début. Parce qu'il va falloir préparer ça, sinon ça me pose des problèmes. Je l'avais dit tantôt qu'il y avait peut-être que la COVID nous avait un peu surpris et que ça avait fait que le problème de la résolution de certains problèmes et la résolution de certains problèmes éthiques, en fait, n'était pas si optimale. Donc, pour moi, il y a une anticipation, une délibération anticipative qui doit se faire, c'est-à-dire on doit identifier, prédire des problèmes éthiques qui peuvent se passer, par exemple, dans l'utilisation de la télémédecine dans le contexte d'une pandémie. Qu'est-ce qui est, là, on doit vraiment avoir les acteurs essentiels. Quels sont les problèmes éthiques qui peuvent surgir, qui peuvent émerger, et quels sont les moyens qui doivent être mis en place pour résoudre ces problèmes-là. L'identification des acteurs, et le but, c'est de prévenir un conflit délibératif et créer un capital éthique. Alors, ce que j'appelle par capital éthique, c'est, par exemple, un registre, ce sont des ressources informationnelles, des ressources qui vont rassembler toutes les expériences qui ont été partagées au cours de ces délibérations, de ces sessions de délibération-là, en fait, et qui vont servir aux professionnels de santé, soit les associations de patients ou les patients, voilà, dans un cadre de délibération éthique en situation concrète. Donc, le capital éthique, c'est ce que j'entends par capital éthique, et donc cela est important dans un contexte de pandémie. Il faut vraiment qu'il y ait une délibération anticipative pour mieux aborder les choses dans une situation concrète. Donc, l'active-réactive, on est en situation concrète. Là, les professionnels de santé vont se référer à ce registre-là. Et je rappelle aussi que ce capital éthique, ce n'est pas un capital, ce n'est pas quelque chose de normatif. Ce n'est pas quelque chose qui s'impose aux acteurs. Donc, les acteurs ont la liberté de faire référence à ce capital. Oui. Comme on est juste 3 minutes avant la fin, je vais juste faire un petit commentaire. Excuse-moi, je sais que c'est bientôt la conclusion. Juste, et puis après, on aura encore un peu de temps pour questions, et puis on pourra rester un petit peu. Mais pour tous ceux qui devraient partir jusqu'en l'heure est pile, je vois dans les inscriptions, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas avec un nom complet, etc. On serait vraiment heureux de partager avec vous la vidéo, puis de vous envoyer un petit sondage de satisfaction. Si les personnes qui ne sont pas identifiées par leur nom ou qui ne sont pas du centre de recherche, si vous pouvez mettre votre adresse email dans le chat, comme ça on pourra vous envoyer le lien vers l'enregistrement et puis la petite enquête de satisfaction. Mais je redonne la parole à Abdou. C'est juste pour être sûr que ceux qui doivent partir, qu'on puisse rester en contact avec vous. Je te redonne la parole. OK, merci. Alors, donc en situation concrète, qu'est-ce qu'on fait de ce capital éthique et de ces délibérations anticipatives? Ce qui en ressort, c'est qu'on voit les professionnels de santé peuvent puiser dans ces registres-là ou voilà ce capital éthique-là, aussi bien que les patients ou les autres acteurs pour résoudre le problème éthique présenté. Donc, mais encore une fois, ce capital n'est pas normatif, il ne s'impose pas aux acteurs. Donc, les professionnels, les acteurs ont la liberté de l'utiliser comme ils ont la liberté de ne pas l'utiliser. Alors, il y a une délibération évaluative, évaluer les facilitateurs et les obstacles à la résolution du problème éthique rencontré en situation concrète. Ça aussi, c'est un élément fondamental. On ne peut pas, par exemple, dire que, voilà, parce que la délibération aussi, il y a un aspect qui est limite, c'est faillibiliste, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de donné qui s'impose ou qui est fixe. Donc, il doit être amélioré. Donc, l'évaluation est une étape qui n'est non négligeable, qu'il faut aborder dans ce processus-là. Et c'est important qu'une délibération évaluative soit menée. Donc, après cette évaluation, il y a la transformation. C'est cet aspect de l'action transformative, c'est-à-dire qui va essayer de faire avancer les choses, apprendre de chacun à chaque étape les valeurs et les expériences mobilisées pour proposer une résolution. Donc, dans l'étape de l'évaluation, où est-ce qu'on en est? Est-ce que cela a permis, la délibération a permis de résoudre? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux, d'autres problèmes qui ont émergé?
Et tout cela est à prendre en considération pour permettre une action transformative, parce qu'on va revenir après à une délibération anticipative, parce que c'est un processus itératif. Et c'est comme ça, en fait, que les problèmes éthiques pourront être résolus selon les circonstances, selon les contextes et selon les situations. Alors, voilà en fait ce que je voulais présenter. Donc, en conclusion, juste rappeler que la pratique et l'usage, c'est vraiment crucial, c'est important. Et on l'a vu tantôt avec les avantages. Mais néanmoins, il y a des problèmes éthiques auxquels il faut s'attaquer. Il faut résoudre ces problèmes-là. Et moi, je pense que l'approche intersectorielle transactionnelle de la délibération peut être une opportunité, peut être complémentaire à ce qui existe déjà. Et ce processus délibératif doit être itératif et continu, inscrit dans une dynamique transformative. En contexte de COVID-19 ou dans un contexte de pandémie, ça permet en fait de ne pas être surpris. Donc, ce caractère surprenant de la pandémie qu'on a vécu avec la COVID-19, ça aussi, ça pourrait nous permettre en fait de mieux prévenir, de mieux être dans un état préventif pour aborder les questions éthiques ou les enjeux éthiques futurs. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Et je remercie les organisateurs, les participants. Je remercie également le FRQS qui appuie mon stage postdoctoral. Et je remercie les membres de notre unité de recherche en éthique pragmatique de la santé. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup.